l'antenne d'Europe 1 est à vous jusqu'à 1h. Alors je vous invite à prendre la parole au 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Clémence et Asiba. Si vous êtes confronté à une situation difficile, si vous vous posez des questions sur votre couple, si c'est au travail que vous vous sentez en difficulté, n'hésitez pas à m'appeler. Et avec l'aide des auditeurs qui pourront se joindre à nous par SMS au 7 21 21 code nuit, ainsi que par courriel sur le site europe1.fr, eh bien nous essaierons de prendre du recul pour analyser votre situation et vous permettre, je l'espère, d'avancer. C'est Philippe Chartier qui est aux commandes de l'émission ce soir, 39 21. Je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanc. Europe 1, la hotte de Noël. C'est plus de 2000 cadeaux à gagner. Et oui, c'est le moment du grand jeu européen, la hotte de Noël. Alors tout au long de la journée, vous avez pu jouer dans les différentes émissions et vous pouvez encore jouer jusqu'à 1h pour gagner. Alors tenez-vous bien, ce soir vous allez pouvoir gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes au ski en Savoie, un coffret Wonderbox, une sélection des coups de cœur d'Europe 1, un DVD Millennium, celui de Nicolas Canteloup et bien d'autres cadeaux encore. Alors si vous voulez partir au ski en Savoie, les amis, eh bien vous pouvez tenter votre chance dès maintenant en nous appelant sur le 39 21, 34 centimes par minute ou en envoyant un SMS avec le mot Noël, Noël, au 7 21 21, 50 centimes plus le coût d'un SMS. Et vous pouvez retrouver la liste de tous les gagnants sur notre site www.europe1.fr. Europe 1. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous préparez, je crois, déjà le réveillon de Noël ? Bah oui, on en parle parce que c'était assez compliqué à organiser par rapport à essayer de regrouper toute la famille tous ensemble. Vous êtes nombreux ? Bah en fait moi j'ai un frère et une sœur et puis on a ma sœur a une petite fille, mon frère a une autre petite fille et moi j'ai 2 garçons. Ah. Plus les parents, plus une grande amie à mes parents qui sera aussi le soir du réveillon, mais c'était assez compliqué parce que j'avais un mari qui était très carré sur ses décisions et lui il partait du principe que le réveillon c'était chez nous. Oui. Et puis une année sur 2, ma sœur ne pouvait pas, on voulait changer en fait pour qu'elle puisse voir son filleul parce que mon grand c'est son filleul, pour qu'elle puisse le voir le soir du réveillon. Donc pour me faire plaisir et surtout faire plaisir à mes parents, il a accepté. Donc ça c'était une grande joie pour ma maman parce que quand je lui ai dit, elle était très émue, elle y croyait vraiment pas. Donc elle m'a dit effectivement t'as un mari qui sait faire des compromis, qui est très tolérant parce oui. que il savait il avait vraiment envie de vous faire plaisir. Voilà, parce oui. qu'il savait que de toute façon je ne l'aurais pas lâché, hein. Je suis assez tenace. Assez coriace. Voilà, j'aurais pas lâché l'affaire et puis j'avais envie de revivre un Noël de mon enfance et je pense que là ça va être un super Noël. Parce que vous avez des souvenirs, vous avez de très bons souvenirs de Noël de votre enfance ? Ah, les Noëls de chez papa, maman, ouais, c'était quelque chose. Il n'y avait pas forcément des quantités de cadeaux au pied du sapin, mais on était tous ensemble, on rigolait, c'était bien, quoi. C'était bien. Donc, j'espère pouvoir retransmettre un peu de ça à mes enfants. C'est bien de le dire, oui, parce voilà. que je sais plus, on en parlait avec une auditrice qui disait qu'il y avait beaucoup de compétition entre les grands-parents pour savoir à qui achèterait le plus gros cadeau au petit-fils là qui avait tout juste 3 ans. En général, c'est vrai quand on évoque les souvenirs, ceux qui ont de bons souvenirs de Noël, c'est pas sur la quantité de cadeaux, c'est sur le côté chaleureux de la famille réunie, d'une ambiance, d'une atmosphère. Ah, c'est tout à fait ça. Et puis là, de toute façon, on a décidé que le Père Noël de chez nous, parce que
pour mon grand, il faut vraiment que le Père Noël... j'ai été voir le Père Noël, je lui ai emmené la commande et tout le tralala. Hein. C'est vraiment... faut pas faire de lapsus. Donc, il ouvrira les paquets du Père Noël de chez nous. Et puis, les oncles et tantes et mes parents chez mes parents le soir du réveillon. Comme ça, ils auront chacun ils sauront d'où ça vient et au lieu d'en avoir tout plein, ils sauront pas quoi en faire. Ça va s'étaler sur les 2 jours, en fait. Parce que le lendemain, on va chez ma belle famille. Et oui, c'est ça, le Père Noël passe dans toutes les maisons. Ah oui, et puis, est-ce que le traîneau, il est assez grand pour amener tous les cadeaux? C'est la question ouais. de votre petit garçon. Oui. Il est très pratique. Ah oui, il a raison. En plus, c'est vrai que il a un retard des acquisitions, donc il a des petites difficultés. Il a 5 ans et demi, mais il a le langage d'un enfant de 3 ans et demi. Il sait pas compter, il y a plein de choses. Donc dès qu'il nous fait des petites phrases cohérentes et tout, on est content parce qu'on se dit il évolue comme les autres gamins. Oui, mais il se pose des questions intelligentes. Voilà, on va voir Mickey dimanche. Tu crois que Mickey va me prêter ses jouets? Oui, il est en plein dans le dans le circuit la Noël. Hein. Ouais. Donc et moi ma hantise c'est justement le soir du réveillon quand même. Je sais que de la part de ma sœur et de mon beau-frère, il y aura pas de questions ni de jugement ni quoi que ce soit. Oui. Mais de la part de mon frère, c'est ma hantise parce que on se voit très rarement. Et à chaque fois, c'est moi ce serait mes garçons, je ferais comme ci, et moi ce serait les miens, je ferais comme ça, et t'es pas assez dur avec tes gars. Et c'est vrai qu'on en entend. Donc maman à chaque fois lui dit tais-toi, c'est pas la peine d'y revenir, chacun fait comme il entend. Et nous quand on a le malheur de faire une petite réflexion sur sa fille, tout de suite j'ai maman qui se met en barrière en disant bon ça suffit, et c'est moi qui a tort. Donc c'est vrai que c'est un peu ma hantise le soir du réveillon, c'est que... Il revient constamment, il critique constamment l'éducation que vous donnez à vos fils. Voilà, c'est ça. Ils sont d'âge équivalent, vos enfants? Ah ben, ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche parce que mon fils a 5 ans et demi, sa fille a 4 ans et demi. Attendez que je dise... Il y a 2 ans d'écart entre mon fils et sa fille, et il y a 1 an d'écart entre mon dernier et sa fille. Et puis il y a le fait aussi que je rêve d'avoir une fille. Oui. Et j'ai 2 garçons, mais j'ai 4 nièces. Je n'ai pas de neveux, je n'ai que des nièces. Pour moi, c'est très paradoxal. Je pense qu'il le sait, hein. Tout le monde le sait que j'aimerais avoir ma fille, et le fait qu'ils aient tous des filles autour de moi, inconsciemment, il y a un peu de jalousie, même si j'adore mes garçons, je les aime, je ferai tout pour... Oui, mais ça n'a rien à voir, ça, voilà. Stéphanie, c'est normal. Vous avez deux petits garçons, donc on peut toujours avoir ce rêve comme ça, ce désir de l'enfant du sexe qu'on n'a pas. Hein, donc mais effectivement. Dès le départ, dès le premier. Mais qui vous dit que votre frère, lui, ne rêve pas d'avoir un fils? Il rêvait d'avoir un garçon. Ben voilà. Il y a un peu de rivalité et puis il y a de la rivalité peut-être entre vous. Vous avez combien d'écart, vous, avec votre frère? 1 an moins 1 jour. Je suis du 20 mars, il est du 19. C'est vous l'aîné ou c'est lui? C'est moi l'aîné. Oui, mais moi j'entends surtout beaucoup de rivalité entre vous deux, au-delà des enfants, que ça se répercute aujourd'hui sur l'éducation des enfants. Mais ce faisant, c'est encore un peu de jalousie, de rivalité par rapport à vous qu'il exprime, hein, qui aujourd'hui se manifeste vis-à-vis des enfants. Ouais, c'est possible. Parce qu'il n'ose pas s'en prendre à vous directement, mais il le fait à travers les enfants. Il sait que ça vous atteint. Oui, c'est sûr. Ah bah ça, faut pas toucher à mes enfants. Ça, on me touche à moi, je m'en fous. On peut me faire les misères du monde, je m'en fous. Mais on touche pas à mes enfants. Et c'est vrai que quand ils s'attaquent sur le fait de leur éducation ou des difficultés que le grand il a, inconsciemment, ça m'affecte parce que voilà, nous on fait tout ce qu'on peut. Et ce petit bonhomme, si à chaque fois il entend oui, mais il est pas aussi bien qu'eux,
petit père, il peut pas avancer. Donc nous, à chaque fois... Oui, parce que en plus, il sait que votre petit garçon a un retard des acquisitions. Ah oui, parce que nous, on s'en cache. Donc c'est vraiment pas délicat de sa part. Ouais, au niveau de la famille, on s'en cache pas qu'il a un suivi il a la psychomotricienne, d'ailleurs, qui est formidable. Je sais pas si elle écoute l'émission, mais je citerai pas son nom, mais elle est formidable, elle se reconnaîtra. On est suivi par une psychologue depuis 2 ans. Oui. Donc on a fait, c'est pour ça aussi, à ce niveau-là, quand vous dites que les gens, faut qu'ils aillent voir des gens, oui, on peut pas régler les problèmes tout seul. On a besoin d'aide et nous, on est tombé vraiment sur des gens formidables. Par contre, l'organisme, je peux le citer, pour des parents comme nous qui ont des difficultés, qui savent pas comment s'y prendre, ou qui se disent, il y a un truc, mon enfant, il est pas comme les autres, il y a quelque chose, c'est le CAMS. Je sais pas si vous connaissez. Oui, mais vous pouvez donner le sigle en entier. Alors, c'est le Centre d'action social. Centre d'action médico-sociale psychologique précoce. Oui. Polyvalent. Oui. Et il est né prématurément, votre fils? Il est né tout à fait à terme, mais il a eu une hospitalisation suite à un problème gastrique à l'âge de 2 ans et ça lui a provoqué un blocage émotionnel. D'accord. Donc là, on a trouvé la clé, mais le blocage, il a été fait et donc... oui, mais ça va se rattraper, ça. Ça va, d'autant qu'il est pris en charge. Ah oui, il a une très grosse prise en charge parce qu'il a une AVS au niveau de l'école. Il a l'orthophoniste 2 fois par semaine et la psychomotricienne 1 fois par semaine et on voit la psychologue 1 à 2 fois dans le mois. Donc on lâche pas l'affaire, quoi. C'est pour vous dire, quand je suis tenace surtout. Et c'est vrai que quand vous dites qu'il y a de la rivalité, je pense que c'est Mais il s'en prend plus particulièrement à votre fils au plus petit. Non, c'est pas comment expliquer. Ou est-ce que ça porte sur... Il a plus tendance, en fait, à protéger Thibaut. J'ai dit son nom, c'est Thibaut. Bref, à protéger le grand. On n'aurait pas entendu, oui. Oui, que le petit. C'est vrai que le petit, il a toujours tendance à dire oui, il est trop dur et... Alors attendez, le grand, c'est pas celui qui a 3 ans et demi. Non, le grand, c'est celui qui a 5 ans et demi. Et le petit, il a 2 ans et demi. D'accord. Ah oui, donc il est quand même protecteur vis-à-vis de son neveu, celui qui a un retard des acquisitions. Il s'attaque jamais sur l'aîné directement. Jamais. D'accord. Donc là, il fait preuve quand même de délicatesse. Voilà. Oui. D'accord, donc ça va bien dans le sens que c'est plus une rivalité, moi je pense, par rapport à vous. Ouais. Et parce que donc ce qui serait vraiment pas clean de sa part, c'est qu'il s'en prenne à cet enfant-là. Vous voyez, là, il faudrait le remettre assez vertement sur les roses, là. Hein. Oui, ça serait vraiment. Là, il faudrait, je crois, une bonne fois pour toutes. Ça aurait été le cas, je vous aurais conseillé de lui dire un peu, franchement, ces 4 vérités. Bon, mais dans la mesure où il sent, c'est plus. D'abord, il sait pas ce que c'est qu'un petit garçon. Enfin, il a des petites filles, donc c'est vrai que les comportements sont quand même différents, hein, chez les petits garçons et les petites filles, et les petits garçons sont plus dans la motricité, ils ont un côté, plus vif. Ça veut pas dire que les petites filles sont pas vives, mais enfin ils bougent plus, ils sont c'est pas du tout le même comportement, ça se voit très tôt. Ouais. Ils ont un côté plus tonique, plus, ça bouge beaucoup, hein, souvent les petits garçons. Je confirme. Bon. C'est usant. Donc laissez faire, ne relevez même pas, ne rentrez pas dans son jeu. D'accord, c'était surtout ça ma question, c'était est-ce que mon mari part du principe de laisse tomber, ça sert à rien. Oui, mais je suis assez d'accord avec lui. Et à chaque fois mon mari me dit tu vois j'avais raison, et là quand il va écouter l'émission il va me dire tu vois j'avais raison. Mais et moi c'était ça ma question. Est-ce que, parce que je sais déjà ce que je dois lui répondre. S'il me fait une réflexion sur... Qu'est-ce que vous voudriez lui répondre? En fait, sa maison, c'est pas du top. Disons, au niveau propreté. Donc, au niveau, quoi? Propreté? Voilà. Donc, je serais méchante, mais je serais prête à lui dire, si chez moi, il faut super nanny, chez toi, il faudrait peut-être c'est du propre. Mais je ne sais pas comment il prendra. Parce qu'il vous dit que chez vous il faut super nanny. C'est un peu le style. C'est pas sympa pour sa femme.
Oui, mais c'est plus sa femme que vous êtes. Enfin, quoi que je dis ça. Oui, je dis ça. Malheureusement, on a vu encore la dernière étude là de l'INSEE montre que les hommes ne font pas le ménage. Hein. Je suis désolée, messieurs. Ah non, mais... moi je suis pas d'accord avec. Ah ben vous en tenez un, alors il est exceptionnel. Gardez-le, hein. Gardez-le vraiment, Stéphanie. Parce que toutes les études montrent que vraiment, ce sont les femmes qui se tapent le gros des tâches ménagères. Hein. Non, là. J'en fais, mais on en fait tous les deux. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là. Écoutez, alors en plus souvent ça diminue. C'est avec avec le nombre d'enfants, les hommes en font de moins en moins. Donc alors gardez-le bien, Stéphanie. Il y en a un, il est unique, c'est le vôtre. C'est le mien. Il y avait l'article d'un quotidien qui disait les hommes sont des tâches. Je vais me fâcher avec les auditeurs masculins. Vous verriez la tête de Fifi, il est pas content. Hein. Non, mais c'était drôle parce qu'on voyait un homme avec une grosse éponge sur la bouche. C'était dit par rapport c'était un jeu de mots sur le fait que cette étude avait montré que les hommes participaient très peu aux tâches ménagères et que c'était les femmes qui faisaient le gros des tâches ménagères. Voilà. Ouais. Le gros et le détail d'ailleurs. Des petits messages qui arrivent au 7 21 21 code de nuit. Il y a Long Black Coffee qui dit sa jalousie, c'est pour lui une carapace. Il veut peut-être lui aussi un fils. C'est ce que dit Bulle. Hein. Je pense que c'est de la jalousie qu'il vous fait ses reproches. Il voulait avoir un garçon. Et moi, je pense que la jalousie, c'est aussi par rapport à vous, des rivalités frères-sœurs qui se règlent comme ça. On a toujours eu... moi, par exemple, j'ai appris à marcher avec ma grand-mère. Je partais en vacances chez une tante. J'étais très proche de mon papa, lui de ma maman. Donc, faut savoir que c'est toujours plus intéressant d'être chouchou de sa maman plutôt que de son papa. Du moins, chez nous, c'était ça. Donc, c'est vrai que même si j'adore maman, on a fait, comme on dit, on a fait table rase de tout ça. Et maintenant, on part sur de bonnes bases. Quand j'ai besoin pour mon travail qu'elle vienne, elle vient, elle dort à la maison. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais j'ai mon frère qui est toujours en train de dire « Oh, t'as eu plus que nous ». Vous voyez, c'est manifeste. Papa, alors que c'était pas ça, en fait. Oui, mais c'est la façon dont lui le ressent. On a toujours ça dans les familles. Ouais. C'est toujours... on a toujours... Vous savez, au fond... On n'a pas les mêmes parents entre frères et sœurs. Parce que selon... alors vous êtes très très proches, hein, vous avez moins d'un... c'est un an, quoi, d'écart. À peine un an. Mais déjà, les parents sont différents selon qu'ils élèvent un garçon ou une fille. Ils n'ont pas le même comportement. Mon frère avait eu aussi des problèmes de santé quand il était petit, il louchait. Donc il a été opéré très tôt... Et puis, comme il était très casse-cou, il multipliait les hospitalisations. Donc, ils ont été... Et puis, c'était le petit dernier, et c'était un petit gars, et ça relevait le nom de la famille. Donc, mais c'est son ressenti, de toute façon. C'est comme ça, et puis vous n'y pouvez rien. Il n'y a pas à vous sentir coupable de ça. Donc, aujourd'hui, il y a des petits tacles comme ça par rapport à vos enfants. Ne rentrez pas dans son jeu. D'accord. Et surtout, je pense, ne renchérissez pas sur ces filles. Au contraire, vous dites que elles sont mignonnes, que vous aimez, puisqu'au fond vous aimez bien vos petites nièces, voyez. Faites pas une compétition entre les enfants. C'est pas, ne rentrez pas dans cette compétition. C'est quelque chose de l'enfance qui règle là. Et puis ne l'attaquez pas sur l'état de propreté de la maison, parce que ça pourrait être, si vous le dites à lui, mais il peut en parler à sa femme, ça pourrait blesser votre belle-sœur, et ça serait dommage. D'accord. Les hommes réagissent. Il y a Ange Bleu qui dit « Désolée, chère Caroline, je suis un homme. J'adore faire la vaisselle, le ménage. » Et oui, étonné. Ouais, mais ça, je suis sûre que je vais avoir plein de messages comme ça. Bien sûr. Il y a le valet de cœur qui dit « Je vais rentrer à 5h du matin du travail et je vais faire quoi ? » Faire tourner une machine. Ça mérite le respect, non ? Mais oui, mon cher valet de cœur. Et vous faites le repassage après, peut-être ? C'est ça ? Et puis, il y a l'écureuil qui dit « merci, Caroline, pour les tâches. »
Mais non, mais je citais un article, je peux Ils pas. sont susceptibles, nos hommes. Hein. C'était dans l'IB, pour ne pas le citer. J'avais trouvé ça drôle, le jeu de mots, voilà. Mais vous savez que je vous adore, messieurs. Bon, allez. Et puis il y a Sergio qui dit, je m'inscris en faux, je suis outré, voire même choqué, je fais le ménage. En même temps, si je le fais pas, personne ne le fera. Ben voilà une bonne raison. Bon, écoutez, je vais faire un tour. Je vais vous inscrire, puisque je vois qu'il y a Sergio, l'ange bleu, l'écureuil, le valet de cœur. Je cherchais justement un homme de ménage, donc laissez vos numéros au standard, et puis je vais faire ma petite sélection parmi vous, messieurs. Voilà, Stéphanie, je demande pas pour votre mari, vous le gardez. Ah non, moi je le garde le mien. Vous le gardez. Il habite trop loin en plus. Bon, alors écoutez, ne réagissez pas et laissez. Zen. Oui, zen, vraiment. Eh ben merci beaucoup pour votre écoute, Caroline. Votre émission est formidable et bien des sorts, vous avez du courage. Donc. Oh non, j'aime. C'est un plaisir, vous savez, c'est un plaisir. Ouais. Eh ben, je vous embrasse et alors bon Noël, bon réveillon. Vous également, bonne fête de Noël à toute l'équipe. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir Stéphanie. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Voilà peut-être l'explication pourquoi les hommes sont fâchés avec les tâches ménagères. C'est le subversif qui me dit « Les hommes sont si perturbés par leur hypertonicité néonatale que leur manie de gesticuler sans fin en fait des adultes parkinsoniens incapables de toute tâche ménagère. » Et puis il y a le valet de cœur qui dit « Les habitués masculins de cette émission seraient-ils tous des ménagères de moins de 50 ans ?» De vrais exemples, je vous dis. Oui, pas mal vu. Allez, on accueille Michel. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Michel. Merci d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Voilà, donc moi je vous appelle parce que je suis un petit peu... ça fait des années que ça dure, mais là je suis complètement déstabilisée par le comportement de mon fils. Au jour d'aujourd'hui, il a 25 ans. Et donc c'est un enfant qui a toujours été plus ou moins violent dans son enfance. La moindre petite contrariété, il balançait tout à travers la pièce. S'il y avait un couteau, il prenait le couteau, il nous menaçait avec le couteau, surtout ses frères, pas moi. Et puis, fur et à mesure qu'il grandissait, quand il arrivait à l'âge de 6 ans, parce qu'il commençait déjà 5 ans, à 6 ans, tous les soirs, toutes les nuits plutôt, il était à peu près 3 heures du matin, mais c'était toutes les nuits, ça a duré 6 mois. Il me réveillait, il pleurait, il me réveillait en me disant qu'il y avait un homme à côté de son radiateur qui le regardait, qui était tout en noir. Alors moi, j'allumais la lumière, je lui disais, mais il y a personne, écoute, regarde, il y a personne. Mais il me dit, tu sais, il veut pas de mal, il me regarde tous les soirs, il vient me voir et tout. Donc, on l'avait fait voir à un psychologue. Oui. Mais le problème, c'est que dès qu'il arrivait devant quelqu'un, il voulait pas parler. Donc, il croisait les bras, il disait, j'ai rien à dire, je parlerai pas. Il avait 5 ans, là, à ce moment-là? Il avait 5 ans, oui. Oui, mais ça, 5 ans, mais il pouvait dessiner, jouer, certainement. Ah oui, il refusait tout. Il refusait, il voulait pas faire de dessin, il voulait pas jouer. À la limite, il était désagréable avec le psychologue, t'es pas beau, je t'aime pas. Oui, mais il faut passer ce cap, parfois. C'était un homme, le psychologue. C'était un homme, alors oui. on a persisté un petit peu, il n'y a pas eu moyen. Donc un jour il nous a dit, écoutez, moi c'est pas la peine de continuer parce que je peux rien faire, mais j'essaye par tous les moyens, il se bloque. Et il était très opposant. Comment? Il était très opposant. Voilà, très opposant. Mais de toute façon, ça a toujours été son comportement comme ça dans la vie de tous les jours. Il est toujours pareil d'ailleurs. Il est en quelle position dans la fratrie? Il est le 3e. C'est le petit dernier. Voilà, non, il est 3. J'en ai 5. Il est celui du milieu. D'accord, celui du milieu. Il est au milieu, voilà. Alors donc, c'est vrai que moi j'ai toujours surprotégé parce que je voyais qu'il était en souffrance. Alors j'essayais par tous les moyens de faire ce que je pouvais pour lui, mais il y avait pas moyen. On se sentait vraiment. On baissait les bras, on savait plus comment faire, qu'on le prenne par la douceur, qu'on essaye de sévir, c'était la même chose. Il nous fixait droit dans les yeux, on voyait un regard méchant et tout. Et donc, on a changé de psychologue, on a été vers une dame psychologue. Ça n'a pas marché non plus, on en a fait plusieurs.
Et puis les années ont passé, donc après, arrivé l'année 95, hein, donc là j'ai été gravement malade. D'ailleurs je vous avais appelé il y a quelques mois pour vous confier un peu tout ça. J'ai été gravement malade, donc et j'étais en divorce. Je venais de me séparer de mon mari, qui me frappait, qui me trompait. Enfin bon, il y a eu ça, c'est autre chose. Votre mari était violent. Voilà, mon mari était violent vis-à-vis de moi, mais ça n'a pas été au début de mes années de mariage, c'était sur la fin. Voilà, donc sur la fin, il est devenu violent, il s'est mis à boire. Donc, à partir du moment où il s'est mis à boire, quand il avait bu, il rentrait à la maison et il trouvait toujours un prétexte pour quelque chose. Donc, c'était parti. Et puis après, au début, c'était des cris pour rien, même sur les enfants. Puis après, un jour, il en est venu aux mains avec moi. Et puis bon, après, il s'est mis à me tromper jusqu'à m'imposer sa maîtresse à la maison. Parce que j'étais en milieu, si vous voulez, j'étais en milieu gendarmerie, et il me disait que j'étais pas chez moi, que j'étais logée par la gendarmerie, donc que j'avais rien à dire. Et c'est-à-dire sa maîtresse vivait non, avec vous ? Elle venait le soir, elle venait le retrouver à la maison directement, et moi j'étais là. Et j'avais rien à dire. Mais elle dormait là ? Oui, elle dormait là. Moi, je dormais dans le canapé, et parce que j'avais rien à dire, sinon je me prenais des coups. Et pour mes enfants, pour éviter, mes enfants dormaient et tout, puisqu'ils étaient quand même pas, ils étaient tous là. Et mes enfants ont été témoins de ça. Le père n'avait aucune pudeur. Hein. De toute façon, même mes enfants maintenant m'en parlent encore. Alors, je disais rien. Disons que j'ai supporté 2 soirs, et puis après, lui qui m'avait frappé et tout, j'ai demandé le divorce, et je suis partie, donc avec l'aide à l'époque, parce que j'avais arrêté de travailler, pour élever mes enfants, avec l'aide d'une assistante sociale. Oui. Et donc j'ai trouvé un appartement rapidement en 8 jours, bien évidemment, puisque les faits étaient prouvés et tout, j'avais des certificats médicaux. Oui. Et donc quand je me suis retrouvée avec mes 5 enfants, ça s'est calmé. Bon, ça s'est calmé un peu. Mon fils était un petit peu plus calme. Je dis pas qu'il était calme, mais on aurait dit qu'il avait retrouvé un petit peu de sérénité. Donc j'étais contente. J'ai dit ça y est, ça a l'air de s'arranger et tout. Et puis c'est là que je suis tombée gravement malade. Donc n'ayant pas de frère, pas de sœur, il fallait que j'aille à l'hôpital 15 jours par mois pendant 1 an. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais demander à mon ex-mari de prendre les enfants. Ce qui me paraissait logique, c'était le père. Il m'a dit oui, je les prends. Et 3 jours après, j'ai vu arriver chez moi, sur mon lit d'hôpital, une assistante sociale qui m'a dit, on place vos enfants parce que votre mari n'en veut pas. Donc là, c'était encore un coup dur. Donc moi j'ai dit, il est hors de question qu'on les sépare. Le plus grand a pu aller chez ses grands-parents, mais les 4 autres, il n'y avait pas moyen, mes parents étaient âgés. Donc moi j'ai dit, s'il faut les placer, parce que mon ex-mari n'en veut pas, moi je veux qu'ils aient une famille qui accepte les 4. Et dans mon malheur, j'ai eu une chance énorme, parce que je suis tombée sur une famille formidable, qui a pris mes 4 enfants, qui me les a amenés à l'hôpital. Enfin bon, là-dessus j'ai rien eu à dire. Mais mon fils était toujours, même au sein de cette famille, très très violent. Jusqu'au jour où la famille n'a pas pu le garder. Elle m'a dit, on peut plus le garder. Et moi, comme je me remettais difficilement, j'avais pas l'autorisation encore de reprendre les enfants, mais je pouvais en prendre un. Donc, avec l'accord du juge, j'ai repris mon fils. Et là, il était violent quand même avec moi. Même avec moi, je me suis dit, il va peut-être se calmer, il va être tout seul. Mais non, c'était pareil, je pouvais rien en faire. Et puis à l'âge de 18 ans, il est parti. Il est parti vivre en Vendée, il est parti vivre chez un copain, il a trouvé du boulot, il a survécu avec des petits boulots, jusqu'au jour où il a rencontré sa future femme. Donc là, je me suis dit, ça y est, ça va se calmer. À chaque fois, il y avait des espoirs. Et puis, il avait 20 ans, il est rentré dans la famille parce que ses futurs beaux-parents lui ont dit, écoute, puisque tu t'entends bien avec ta copine, tu vas venir à la maison, tu auras une chambre là, on te demande rien. Enfin bref, il a eu une chance inouïe. Il a pu passer ses permis et tout. Bon, il a fait son métier de chauffeur routier comme il le voulait. Mais la boisson était toujours là. Et quand il avait bu, c'était des insultes à sa copine. Il la frappe pas. Et c'était des insultes à sa copine. Le jour de ses 21 ans, on était tous là. La soirée s'était super bien passée. D'un seul coup, je sais pas, pour une raison vraiment anodine, il a commencé à partir dans son délire, à piquer sa crise, si vous voulez. Il était chercher un bâton, il voulait nous taper dessus. J'ai plus de mère, j'ai plus de frère. Il a pris une pierre, il l'a balancée sur sa voiture. Enfin bon, jusqu'à tel point qu'on était obligé d'appeler la gendarmerie parce qu'on pouvait plus le contrôler. Il était parti chercher un fusil. Heureusement, il y avait pas de cartouche dedans. Enfin bon, ça a été, la gendarmerie est arrivée. Eux, ils nous ont dit, mais il va se calmer et tout. Mais vous savez, il m'a fait des scènes comme ça,
plusieurs fois, même chez moi, quand je l'ai eu, j'étais obligée d'appeler le SAMU parce que c'était pareil, il était dans un coma éthylique. Enfin bon, il nous a fait des choses pas possibles. Il m'a dit mais non, vous savez, il va se calmer et tout. Mais dès que les gendarmes sont repartis, il a recommencé. Et moi, à cette époque-là, j'avais un autre souci de santé. J'avais des problèmes de cœur. Et là, j'ai fait un malaise. Donc, bien sûr, la famille a appelé le SAMU parce que là, j'étais vraiment pas bien du tout. Mais quand l'ambulance est arrivée, alors là, il nous a fait une crise encore. Enfin, on me l'a raconté parce que moi, j'étais à moitié dans les pommes, comme on dit, et puis il a insulté les ambulanciers, vous emmènerez pas ma mère. Enfin bon, il a fallu rappeler la gendarmerie encore une fois. Et donc c'était des choses comme ça tout le temps. Et depuis quelque temps, ça fait 1 an que ça dure comme ça. Et des fois il m'appelle parce que quand il est pas bien, il m'appelle à 2h du matin. Puis il me dit, tu sais, j'ai des drôles de trucs qui me passent par la tête. Il me dit, je suis dans mon camion, je conduis. Et puis j'imagine que j'ai ma petite fille à côté de moi, que je m'arrête et que je la balance dans l'eau. Enfin des choses comme ça. Et il y a pas très longtemps, il a une petite il m'a fille. appelé. Et il me dit j'ai fait une bêtise, il pleurait. Je dis mais qu'est-ce que t'as fait? Il me dit j'ai tué mon chien avec le couteau de cuisine. Et je dis mais ça va pas et tout. Et il dit qu'il a eu un instant d'absence, qu'il se rappelle pas. Alors il fait que des choses comme ça, des choses violentes. Après il m'appelle, il va me dire tu sais, je crois que je suis attirée par les hommes, j'aime pas trop ma femme. Enfin que des trucs, mais vraiment des choses. Et puis un jour j'étais chez lui. Et c'est pareil, bon, il avait fait la fête, j'avais dit, bois pas tant que ça, bon, il m'a dit, mais laisse, je sais ce que je fais et tout, donc, moi, j'en ai peur quand il a bu, donc, j'ose pas trop m'interposer, parce que il est capable de n'importe quoi. Et au bout d'un moment, il s'est pas senti bien. Oh, il m'a dit, je suis pas bien, je l'ai emmené s'allonger, et là, d'un seul coup, il m'a plus reconnu. Alors, j'ai jamais su si c'était de la comédie pour nous faire peur, mais on aurait dit qu'il était vraiment, qu'il devenait fou, quoi. Par un moment, il s'est assis, il s'est relevé, il a agi par des pulsions, oui. Ouais, et il voyait un couteau, et il se balançait sur la chaise en disant, il y a le couteau, on me dit de tuer, on me dit je vois du sang, on me dit mais j'ai eu très très peur, donc j'ai appelé. Il entendait des voix? Comment? Il entendait des voix? Oui, il disait qu'il y avait des voix qui lui disaient de faire le mal. Mais quand on essaye de lui faire comprendre qu'il faut qu'il aille voir quelqu'un, il veut pas, hein. Il se fâche, il nous traite de tous les noms. On peut plus rien lui dire. Moi, il m'a insulté il y a pas longtemps, ça fait 3 mois qu'on se parle plus. Il faut voir les insultes qu'il m'a. Bon, je peux pas les dire à la radio parce que c'est vraiment trop horrible, mais des insultes, mais inimaginables. Et que des choses comme ça. Alors après, il m'appelle, il me dit, oui, mon copain, il m'a demandé de lui faire ça dans le garage et tout. Enfin, j'ai l'impression que, voilà, il a des trucs. Et puis des fois, son ami m'a. Oui, il vous parle à vous de ça, de choses très crues au niveau de la sexualité. Voilà. Alors mes autres fils, ceux qui sont plus vieux, me disent, mais justement, il sait que à toi, et tu vas paniquer et tout. Il me dit, il cherche à te faire peur. Non. Mais je crois pas. Non, je crois pas. Non, je crois qu'il est dans une grande souffrance et qu'effectivement à ce moment-là, je crois pas qu'il cherche à vous faire peur. C'est qu'il est effrayé lui-même par toutes ces images qui lui traversent l'esprit, hein. Ben voilà. Et par toutes ces images extrêmement violentes et peut-être par des voix qu'il entend. Et non, il aurait vraiment besoin d'avoir un traitement et peut-être d'être interné, hein. Ouais, voilà, mais le problème c'est qu'il refuse. Et moi, quand il m'avait fait sa grosse crise ici chez moi, là, quand il était encore avec moi, que le SAMU était venu, on l'avait emmené. Moi, j'avais rencontré une psychiatre, oui. Et moi je lui avais dit, écoutez, moi, il est dangereux parce qu'il avait fait déjà des trucs. J'ai dit, il est dangereux pour lui-même et il risque d'être dangereux pour les autres. Elle m'a dit non, vous savez. Moi, je voulais. La psychiatre vous a dit non? Comment? La psychiatre vous a dit non? Oui, elle m'a dit non et j'étais dégoûtée parce que j'ai dit mais franchement. Elle l'avait examiné? Elle l'avait examiné. Moi j'attendais. Mais il n'était pas en crise à ce moment-là, si? Non, quand il arrivait, il était en crise. Mais moi, oui. Après moi. Qu'est-ce qu'elle vous a dit précisément, la psychiatre? Ah ben, elle m'a convoqué le lendemain et puis j'ai déjà parlé avec elle toute seule. Moi, je lui ai expliqué un peu tout ce qu'il faisait. Et après, elle m'a reconvoqué avec lui, donc elle l'a écouté et tout. Et après, elle a redemandé à me parler. Elle m'a dit, écoutez, moi je lui ai dit, moi je suis prête à signer pour faire un placement d'office en attendant. Oui. Quelque temps, parce que je dis, moi... À la demande d'un tiers, oui. Voilà. Et elle n'a pas voulu, elle a refusé. Elle m'a dit, non, ce n'est pas à ce point-là. Mais je lui ai dit, écoutez, si un jour il arrive quelque chose, voilà, quoi. Et elle a jamais voulu. Et quand j'en parle aux beaux-parents, à mon fils, parce que maintenant il s'est marié, et c'est tout juste, c'est pas moi qui suis folle. Son beau-père le soutient, me dit, mais n'importe quoi, mais je dis, mais franchement, mais vous avez déjà vu les crises, vous étiez là. Et une fois, sa copine, il lui a fait une crise un soir, tout se passait bien. J'étais là, j'étais venue un week-end.
Et elle va ramener son frère, donc il était resté avec moi, ça se passait bien. D'un seul coup, il s'est levé comme un fou, il était dans la chambre, il m'a balancé une boîte de pilules sur la table, il me dit, tu vois, ma copine, elle prend la pilule, elle avait dit qu'elle l'avait arrêtée parce qu'elle voulait un enfant, et quand elle est arrivée, j'étais obligée de m'interposer, parce que j'ai dit, tant pis, si je me prends un coup, je m'en prends un. Il s'est levé, il l'a insulté de tous les noms, oui, tu prends la pilule, machin et truc, et dis-le-moi, il voulait la faire avouer. Et il nous a balancé. Il a une petite fille. Oui, il a une petite fille qui a maintenant 3 ans. Mais vous avez des relations avec votre belle-fille ? Non, disons que ma belle-fille, elle parle pas beaucoup, et ma belle-fille, elle est qu'avec ses parents. Elle voit que par ses parents. Donc, moi, j'ai essayé de lui parler aussi, et elle m'a dit, mais non, ça va s'arranger. Elle voit toujours, elle me dit, non, mais c'est rien, ça va aller. Elle lui pardonne tout. Dieu sait qu'il est pas tendre avec elle, hein, parce qu'il faut voir comme il lui parlait tout. Moi, je lui ai dit, écoute, c'est mon fils, mais franchement, moi, un homme me parle comme ça, moi, je reste pas. C'est pas possible. Il y a Bulle qui pose une question intéressante, qui dit, est-ce que ces crises surviennent seulement lorsqu'il a bu, ou est-ce qu'il peut avoir comme ça... Non, il a des accès de violence, par exemple, même s'il boit même lorsqu'il ne s'alcoolise pas. Voilà. Et s'il a une contrariété, ça y est, ça part. Alors c'est des insultes, ça part dans tous les côtés. Et quand il vous a appelé là pour dire qu'il avait tué son chien, ça s'est passé quand ça ? Ça fait 1 mois et demi. Il m'a appelé, il était 2h30 du matin. Il pleurait, il me dit j'ai fait une bêtise, j'ai tué. Donc moi j'ai paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Il vous a dit pourquoi ? Oui, alors il m'a dit que son chien c'est un jeune chiot, parce que ils ont un chenil dans le jardin, ils ont un grand terrain, donc ils ont un chenil, et il les faisait sortir pour qu'il court un peu et tout, parce que mon fils est chasseur en plus. Donc il avait 4 chiens de chasse, et le petit chien était rentré dans l'appartement. Donc avec les pattes sales, comme j'ai compris, il pleuvait et tout. Il a voulu le faire sortir, mais le chien il jouait, il voulait pas sortir. Et il venait de finir de manger, il avait un grand couteau. Et le chien est passé à côté, il a pris le couteau, et puis il a levé le couteau sur lui, et puis le chien, il est mort, quoi. Il a agonisé un peu, puis il est mort. De toute façon, il n'y a aucune raison évidemment de s'en prendre de cette façon-là, mais enfin, oui. Donc moi je me dis, il y aurait eu la petite à côté. Oui, non, il y a quand même une notion de dangerosité là. Oui, mais... Bon, on va continuer à en parler, Michel, après le journal. Hein, ne recrochez pas. D'accord. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. L'antenne vous est ouverte au 39 21 et vous pouvez bien sûr nous faire part de toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code nuit et par courriel sur le site europe1.fr. Nous sommes en compagnie de Michel. Alors Michel, vous êtes très préoccupé et il y a de quoi par le comportement de votre fils qui a 25 ans, qui depuis l'enfance a un comportement assez violent, très opposant, assez mutique finalement. S'exprimant peu puisqu'il a vu des psychologues, mais que ça ne donnait rien. C'est d'ailleurs bien dommage que à ce moment-là, il n'y ait pas eu un suivi, enfin qu'il n'ait pas persisté ou une orientation. Mais bon, c'est comme ça. On en est là aujourd'hui. Votre fils donc est chauffeur routier. Il vous appelle parfois en pleine nuit. Toujours quand il va mal. Toujours quand il va mal. La dernière fois, c'était il y a 1 mois parce qu'il venait de tuer son chien, voilà, sur un coup de colère. Il avait bu aussi là ce jour-là, parce que j'ai senti à sa voix. Bon, parfois il menace il parle de se tuer lui aussi. Ça lui est arrivé de dire des fois, il va rouler, c'est ce que me disait son ami l'autre fois qui m'a appelé, il roule avec son ami, et lui dit, tiens, tu crois pas qu'on serait bien tous les deux là-haut si on rentrait dans un arbre? Enfin, des choses vraiment bizarres. Il est bien, puis d'un seul coup, ça y est, ça part comme ça. Et c'est pareil, ce jour-là, il n'avait pas bu par contre, parce que son ami me l'a confirmé, il le connaît très bien, il me dit, il m'a fait trop peur, il me dit, je lui ai dit, écoute, arrête-toi, il me dit, il est descendu, il s'est mis à pleurer, et puis après, c'était fini, il a repris le volant, c'était reparti, voilà, il y a des moments comme ça, on ne sait pas pourquoi, et voilà. Par contre, il sait aussi être très affectueux quand il veut.
Moi, il peut être affectueux. Oui. Ah oui, il y a des moments, il est très très affectueux avec moi. Ça va être des mamans, je t'aime. Tu sais, il faut prendre soin de toi et tout. Puis d'un seul coup, hop, c'est tout l'opposé. C'est plus le même. Je sais jamais comment le prendre. Je sais jamais comment lui parler parce que je cherche mes mots à chaque fois parce que j'ai peur de le blesser en disant quelque chose. Je sais plus comment faire avec lui. Et même ses frères, par un moment, m'en voulaient parce qu'on me disait, mais tu vois pas qu'il te fait du chantage à l'affection, il sait très bien comment te prendre et toi, tu tombes dedans. Mais moi, je voulais pas le repousser parce que je disais, mais si on le rejette, il va pas bien, je peux pas. Non, votre fils est malade, hein. Voilà. Alors, ses frères, au début, m'en voulaient m'en voulaient sans m'en vouloir, mais me faisaient le reproche. Je veux dire, oui, tu t'occupes beaucoup de lui, t'as toujours peur de ci. Oui, mais ça, on peut comprendre la réaction de vos autres fils, puisque vous dites que vous l'avez toujours beaucoup surprotégé. Vous vous êtes rendu compte très tôt qu'il était différent des autres. Et bon, eux ont pu se sentir un peu délaissés. Bon, on peut comprendre leur réaction en tant qu'enfant. Mais votre fils est malade et semble-t-il, il y a une escalade là. Oui. Il y a une escalade avec des passages à l'acte. Voilà, tout à fait. Et là, c'est le chien qui a été la victime. Ça peut ça peut s'arrêter là, ça peut continuer. Ben bien sûr, puis moi je dis, mais au moment où il a fait son acte, là, il aurait pu avoir sa petite fille autour, je sais pas moi, tout à fait. Ou sa femme. Tout à fait. Voilà, mais ça il comprend pas. Ça peut être un carnage. Voilà, parce qu'après le lendemain. Surtout qu'il parle quand même à un moment, il vous dit que la petite fille, il a dépensé de la noyer. Hein. Voilà, et il adore sa fille. Moi, quand je le vois avec sa fille. Oui, mais il y a des moments où on a l'impression qu'il n'a plus son discernement. Voilà, c'est ça. Moi, il y a des moments et la mort est omniprésente chez lui. Hein. Ah, mais depuis petit, hein. Oui. À la télé, moi, j'étais obligée d'éteindre la télé. Si par exemple il y avait un film et puis qu'il y avait un enterrement dans le film, j'étais obligée d'éteindre. J'étais obnubilée par ça. La mort est omniprésente et avec des pulsions extrêmement violentes et où semble-t-il, ce qui me préoccupe, c'est quand il vous a dit, on m'a dit de tuer, comme si à ce moment-là il était agi. Voilà. Mais le pire, que c'est ce n'était plus lui. Voilà. Et c'était impressionnant parce qu'il était assis sur sa chaise, il se balançait, les yeux hagards, il nous regardait comme s'il ne nous reconnaissait pas. Il était peut-être dans un délire à ce moment-là. C'est-à-dire peut-être, c'est toujours, et je ne poserai jamais de diagnostic comme ça à l'antenne parce que ça n'aurait pas de sens de poser un diagnostic sans examiner la personne. Mais ça pourrait évoquer un état délirant. C'est-à-dire comme s'il était absent, qu'il n'avait plus aucun discernement et qu'il était agi et peut-être agi par des voix qui lui diraient de tuer. Oui, donc dans ces cas-là, effectivement, il n'est plus lui-même. Et il peut y avoir un dédoublement de la personnalité qui fait que ça soit sa petite fille, sa femme, même des êtres chers à son cœur, dans la mesure où des voix lui demandent de tuer, il peut s'en prendre, il peut s'en prendre à elle. Ça recommence comme quand j'étais petit, parce que quand il était petit, il disait toujours que quand je lui disais mais pourquoi tu fais ça? Mais parce qu'on me dit de le faire. Il nous disait tout le temps ça. Et il dit ça recommence comme quand j'étais petit, les voix reviennent. Les voix, il parlait de voix déjà. Il disait les voix reviennent. Oui, comme cet homme auprès de son lit. Voilà. Un peu quelque chose d'hallucinatoire. Voilà, et il me disait, et les voix me disent de prendre le couteau. Et il était là, il dit, il y a du sang, je vois le sang et tout. Mais c'est qu'on avait peur. Moi, j'étais toute seule avec il aurait dû être hospitalisé. Vous l'avez dit ça à la psychiatre qu'il a vu? Ça s'est passé après. La psychiatre, c'était bien avant. Non, mais la psychiatre, quand est-ce qu'elle l'a vu, là, quand elle a dit il n'y a pas de notion de dangerosité? C'est quand il m'a. Vous avez été hospitalisé? Oui, c'est quand il avait fait. Il était chez moi où j'habite, là, et il était rentré de boîte de nuit le matin, à 4 heures du matin. Et il était dans un état pas possible. Il a commencé à vouloir prendre. Je lui dis mais t'as vu dans l'état que t'es, simplement le fait de lui dire ça. Il m'a dit tais-toi ou je te plante. Donc moi j'ai eu peur et puis il s'est écroulé sur lui en me disant je vais mourir. Il est tombé, il répondait plus. Donc j'ai appelé le SAMU. Là c'était chez moi, c'était bien avant. C'était 2-3 ans avant. Là, ce qui est après, là, c'est autre chose encore. Et là, comme il est majeur et tout, il veut voir personne. Et puis sa femme, elle veut rien entendre. C'est beaux parents. Oui, non, mais il y a quand même une notion de danger. C'est-à-dire à partir du moment où il y a eu ce passage à l'acte avec ce chiot, déjà là, il y avait un fait. Voilà, un fait grave. Mais son beau-père, il prend ça à la rigolade. Mais je dis, mais moi, ça me fait pas rire.
son beau-père prend ça à la rigolade. Le fait qu'il ait tué le chien? Oui, oui. Mais il est fou cet homme-là ou quoi? Ah mais je vous assure, Caroline. Ça le fait rire le beau-père? Oui, parce que quand j'y suis allée après, on en a parlé de l'histoire. Mais il est pas mal déstructuré aussi le beau-père. Ah bah, moi j'ai l'impression. Parce que le fait qu'on tue un chien, lui, ça le fait rire. Et pourtant c'est déchaîné, mais il dit oui, mais il l'a pas fait exprès. Mais je dis mais enfin, mais je dis ça se fait, mais je dis c'est n'importe quoi. Je dis c'est pas normal. Alors c'est tout juste, c'est moi qui suis pas folle. Alors il me dit même. Non, je vous rassure, Michel, vous êtes tout à fait sensé. Voilà. Et le beau-père est vraiment pas bien non plus, parce que ou alors profondément sadique, parce que. Puis de plus, c'est vrai qu'il est tombé dans une famille. Bon, c'est vrai qu'il. Visiblement une famille qui est pas très claire, hein, voilà, et puis parce que ça n'a rien de. Voilà, et le beau-père il boit, donc ça n'a rien de risible. Bah oui, bon, voilà. D'accord, oui, bon, c'est un pauvre type. Parce que c'est un monsieur qui est très costaud, mais j'ai jamais vu sous, on va dire ça comme ça. Mais il boit énormément, et à chaque fois, allez, viens boire un verre, viens dans la cave, parce qu'on dit c'est des petites caves dans les maisons. Oui, bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc vous ne pouvez attendre aucun soutien de la part de la belle famille. Sa compagne visiblement est complètement larguée elle-même. Donc il faut que ça vienne de vous, Michel, et je pense qu'effectivement vous avez raison quand vous voulez demander une hospitalisation à la demande d'un tiers. Voilà. C'est ce que vous pouvez faire de mieux pour votre fils pour qu'il soit soigné. Mais est-ce que ça va être accepté vu que maintenant il est majeur, qu'il est marié, est-ce que moi maintenant j'ai mon mot à dire, c'est ça? Bien sûr, une hospitalisation à la demande d'un tiers, ça peut se faire pour une personne adulte. Voilà, parce tout que à fait. Oui, voilà, parce que moi je vois bien qu'il est en danger, parce que ses frères. Vous connaissez son médecin traitant? Mais son médecin traitant, moi je suis allée le voir avec lui une fois que j'avais été là-bas, et j'ai dit écoute, on va y aller ensemble, on va en parler. Et son médecin traitant, c'est pareil, il réagit pas. Moi je comprends pas. Mais je me suis. Mais le médecin traitant, mais il n'est pas forcément au courant de tout. Et s'il se présente à lui, il n'est pas forcément en crise et en état délirant. Ah non, il est pas en crise. Bon, il y va quand il y va, c'est parce qu'il a un petit problème de cœur. Il a une défibrillation au niveau du cœur, donc il a un traitement. Mais moi, j'ai déjà dit à son médecin. Au travail, il n'y a pas de. On ne s'est jamais plaint de lui. Non, au travail, par contre, rien à dire sur lui. Par contre, quand il rentre le vendredi soir, qu'il ramène le camion au dépôt, bon, il a déjà eu des mots avec ses collègues parce que le vendredi, ça y est, c'est reparti, ça commence à boire, c'est l'alcool. Et quand je lui ai dit un jour, mais parce qu'il me dit, il est conscient, il y a des moments, il me dit, oui, je devrais pas boire comme ça me rend mauvais. Mais j'ai tu le sais, il m'a dit, oui, mais c'est-à-dire que ça ne peut, il a certainement déjà des troubles graves de la personnalité. L'alcool ne fait que les accentuer. Et moi, j'en ai parlé à mon médecin traitant, avec qui je parle beaucoup, et qui me dit, il fait un début de schizophrénie, puis même, c'est bien entamé, d'après mon médecin, maintenant. Votre médecin traitant dit ça? Oui. Ça évoque, c'est à craindre. C'est ce que m'a dit mon médecin. C'est à craindre, oui. Il me dit, ça serait bien. Il est dans l'âge, en plus, oui. Voilà. Il me dit, ça serait bien que vous puissiez venir avec, mais jamais il viendra. Mais j'ai jamais de la vie. Votre médecin traitant ne pourrait pas faire quelque chose? Je sais pas, parce qu'il me dit c'est un peu délicat, je suis pas son médecin. Ben oui, il n'est pas son médecin. Voilà. Et son médecin à lui, quand vous lui expliquez, est-ce que vous l'avez appelé là depuis le drame là qui est survenu avec le chien? Non, parce que j'essaie d'en parler avec ses frères, j'essaie de trouver une solution avec eux, parce que ses frères sont d'accord avec moi de le faire hospitaliser. Oui. Ce que me dit, vous devriez appeler son médecin traitant en disant voilà docteur ce qui s'est passé. Et il y a semble-t-il une escalade. Voilà. Et le pire c'est que quand il fait des trucs comme ça, sur le coup, il se rappelle plus. Et c'est seulement le lendemain. Oui, mais ça montre bien que son discernement est complètement altéré. C'est-à-dire que c'est possible. Enfin, il se rappelle plus. Il vous a quand même appelé. Oui, il m'a appelé sur le fait parce qu'il m'a dit j'ai fait une bêtise, j'ai tué. Alors moi quand il m'a dit j'ai tué, j'ai dit mais t'as ça tué. Dû être épouvantable. J'ai paniqué complètement, j'ai cru que c'était sa fille ou ça. J'ai dit mais t'as tué qui quoi? Il me dit mon chien. Mais j'ai dit mais pourquoi t'as fait ça? Je savais même plus comment lui parler. Mais c'est pour ça qu'il faut intervenir avant parce que avant qu'il y ait un autre drame qui se reproduise. Voilà, parce qu'il me disait le lendemain, oui mais mes chiens je les aime et tout, mais je dis oui mais regarde ce que t'as fait. Oui. Et tu vois, vous voyez donc il tient ce discours aussi par rapport à sa femme, par rapport à sa fille, par rapport à vous, mais il peut dans un moment peut-être délirant malgré tout être s'il est dans ce qu'on appelle un syndrome d'automatisme mental, c'est-à-dire qu'il est agi peut-être par des voix. À ce moment-là, c'est plus lui qui agit. Voilà, oui. On va marquer une petite pause et après on va accueillir Daniel. D'accord, merci. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, j'étais au téléphone depuis un petit moment là, j'ai écouté votre dialogue et écoutez, tout ce que vous avez dit Caroline, c'est parfait avec beaucoup de modération et cette maman, c'est très très touchant. Voilà, moi j'ai travaillé pendant de nombreuses années en psychiatrie, donc effectivement j'ai été touchée par le témoignage de cette maman et son désarroi face à la pathologie, on peut dire, de son fils. Oui. Et que là, je pense qu'effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a urgence quand même, mais par contre, c'est très difficile de faire hospitaliser un jeune adulte sans l'hospitalisation entière. Il faut quand même l'appui d'un médecin. Oui, bien sûr. Oui. Et donc... de deux même. Il faut deux personnes. Ouais, deux personnes, oui. Deux médecins. Donc, et je pense qu'il y a urgence parce que, vous voyez, quand il est dans une crise de délire comme ça, il se souvient même pas de son passage à l'acte. Ça peut être sur une personne, sur sa fille. Puis là, à ce moment-là, dans un moment de délire, il voit pas la personne telle qu'elle est. Il la voit comme un monstre ou je ne sais quoi. Et là, ça peut être dramatique, quoi. Parce que même s'il passait à l'acte il serait même pas responsable, hein. Parce que vu la gravité de son état, quand il fait des choses comme ça, il est pas lui-même. Et ensuite, le fait qu'il s'alcoolise, c'est courant, ça. Quand il se contient toute la semaine pour faire bonne figure par rapport à ses collègues, et alors après, quand arrive le vendredi soir, ce malaise qu'il a maîtrisé, qu'il a essayé de maîtriser, après, en plus, si le beau-père boit, il boit, c'est aussi pour se calmer. Mais vous savez très bien que c'est pas la solution, au contraire, c'est la pire. Donc, cette maman, je suis de tout cœur avec elle, mais je pense qu'il y a urgence et qu'elle sache aussi, effectivement, il est en âge où, de toute façon, depuis la petite enfance, il y a quand même des signes qui me semblent évidents, mais qu'on comprend pas, hein, quand on est parent. Oui, c'est très compliqué. Ce qui est dommage, c'est les psys qu'il a vus là et qui ont laissé un peu parce que ça n'accrochait pas au niveau du contact. Ça, c'est toujours un problème. C'est là, au contraire, où il faut persévérer. Hein. Oui. On ne laisse pas un enfant comme ça avec justement des comportements décrits par une maman de la sorte dans la nature. Hein. Bien sûr. Ensuite, il faut quand même que cette dame sache qu'il y a des soins, qu'il y a des traitements. Oui. Qu'effectivement il faudrait qu'il soit hospitalisé et que on arrivera par un traitement à vie certainement à stabiliser son cas. Il aura peut-être après des crises qui nécessiteront un réajustement de son traitement. Oui, mais lui, il est aussi en souffrance. Hein. Il fait souffrir les autres, mais c'est une grande souffrance. Terrible. Et il y a un risque, il y a un risque de passage à l'acte sur lui-même, parce qu'on parle toujours de la violence des personnes psychotiques et notamment des schizophrènes à l'égard, à l'encontre d'autrui. Oui. Mais on oublie de dire qu'il y a beaucoup de suicides chez les personnes schizophrènes. Tellement la souffrance morale est immense. Énorme, oui. Ouais. Mais oui, c'est très complexe. C'est très complexe. Donc, si vous demandez une hospitalisation, c'est évidemment pour protéger autrui, mais pour protéger aussi votre fils, Michel. Oui, bien sûr, tout à fait. Qu'il ait un traitement vraiment adapté. Un traitement Au départ, évidemment, il va mal réagir, mais sûr, il sera. Parce que déjà, quand j'avais évidemment hospitalisé, que j'avais rencontré la psychiatre, il m'a dit si jamais tu me fais enfermer, tu me verras plus jamais. De toute façon, plus jamais tu seras ma mère. Donc ça. Mais vous savez, madame, moi j'avais beaucoup de patience. J'ai adoré mon métier. J'ai adoré. C'est tellement triste mais je pense que puisque vous avez quand même une bonne relation, ce qui n'est pas toujours le cas quand même. Oui, il se confie à vous, il vous parle de sa détresse. C'est vers vous qu'il se tourne, oui. Oui, vous pourriez peut-être à un moment où il est en crise, il est bien, essayer de le voir et puis de lui dire que vous le comprenez, qu'il est peut-être pas bien, que
et vous lui dites, est-ce que tu crois que c'est normal d'avoir fait ça sur le chien? Tu te rends pas compte que parfois quand tu sais plus ce que tu fais, tu pourrais pas faire quelque chose de plus grave. Et tu sais que il y a des gens, il y a plein de maladies sur la terre qui se soignent. Et là c'est pas se soigner, ça veut pas dire être interné. Non. Vous voyez dire tu souffres trop. Oui. Tu souffres trop, c'est pas voilà. Oui. Le problème, c'est qu'il veut pas l'entendre. Il va me dire oui sur le coup, oui, t'as raison. Je vais prendre rendez-vous. Il m'avait dit il y a pas longtemps, j'y ai cru encore une fois. Il m'a dit je vais prendre rendez-vous avec un psychologue parce que c'est vrai, je vais pas bien. C'est un psychiatre d'ailleurs qu'il faut qu'il voit. Au début, si vous voulez, au début, vous allez à un psychologue, donc on a dit on va y aller tout doucement. Et puis non, mais c'est un psychiatre qu'il faut qu'il voit. Oui, maintenant, c'est sûr que après une fois, ça c'était avant l'histoire du chien. Donc c'est vrai qu'après, quand il y a eu cette histoire du chien, moi j'ai pris conscience. J'ai dit là, ça devient de plus en plus grave. Mais j'ai l'appui de personne à part ses frères. Parce que moi, j'ai pas de frères et sœurs. Sa belle famille s'en moque parce que ça les fait rire plutôt qu'autre chose. En disant, mais c'est rien, vous faites des idées et tout. Donc, en un mot, c'est moi qui vais pas bien d'après. Non, je m'énerve avec eux. Vous avez tout à fait raison. Vous êtes dans le juste. Et le problème, comme il adore son beau-père, il donne toujours raison à son beau-père. Il voit que par son beau-père, quand il va bien, oui, mais de toute façon, comme l'autre fois, il m'appelle. Oui, mais parce qu'ils s'alcoolisent ensemble, enfin. Voilà, parce qu'avant de se marier, il me dit, tu sais, je sais pas, je suis plus sûre de vouloir me marier. Je dis, réfléchis bien, parce qu'après, ça sera trop tard. Je dis, alors pourquoi tu te maries? Il m'a répondu, pour faire plaisir à mon beau-père. Parce qu'il serait trop déçu. Voilà ce qui me sort. Et il s'est marié, et le ménage déjà avant ne marchait pas très bien parce que il s'en va, il rentre le vendredi soir, il va avec les copains, il rentre pas de la nuit, il la prévient pas, et elle est patiente, elle dit rien. Et quand il rentre, si elle lui fait la tête, il s'énerve, il casse tout dans la maison. Il a cassé une fois. Voilà, il casse tout, il devient violent. S'il y a une bouteille sur la table, il va la balancer à travers le mur. Alors, s'en est déjà pris une dans la figure. Oui, mais ça pourrait très mal finir. Elle doit avoir très peur, elle doit être très effrayée. La petite fille n'est pas scolarisée encore? Si, ça y est, elle va à l'école le matin depuis cette année. D'accord, il n'y a pas eu de signalement au niveau de l'école, ils ne se sont pas rendus compte, non? Pour l'instant, je suis pas au courant, non, apparemment non, pas pour l'instant, mais peut-être qu'après la petite, elle va peut-être parler aussi, parce que... Oui, non, enfin, il faut pas laisser une enfant dans cet environnement-là, avec un père qui va si mal. Oui, elle a 3 ans. Non, c'est pas possible. Vous allez protéger tout le monde, là, et en premier lieu votre fils. Essayez de voir déjà avec votre médecin, qui lui est très compréhensif, voir si votre médecin ne pourrait pas déjà se mettre en relation avec le médecin traitant de votre fils. Oui, voilà, déjà. Vous voyez, parce que le médecin traitant de votre fils, semble avoir pris un peu de haut, enfin lui banaliser. Peut-être que dans la mesure où ça serait votre médecin traitant qui appellerait le médecin traitant de votre fils, il aurait peut-être plus de poids. Oui, peut-être. Et à ce moment-là, pour prendre contact avec un psychiatre, il faut deux médecins. Oui, parce que mon médecin, heureusement, il me soutient de ce côté-là. Oui, mais qu'il prenne contact, demandez-lui. Évidemment, lui, c'est pas lui qui peut faire, il ne connaît pas, il n'a pas votre fils pour patient. Mais si au moins il pourrait, il peut le faire, prendre contact avec son confrère. Oui, voilà, oui. Parce que la violence, ça va partout. Et puis alors, il y a des auditeurs qui disent, je reçois un mail de Michel qui dit, compte tenu du passage à l'acte, notamment sur le chien, une hospitalisation d'office pourrait être demandée. Dans ce cas-là, c'est le préfet qui l'ordonne. Ah d'accord. Oui. Aussi, il y a cette possibilité-là, il faut le savoir. Oui, parce que moi j'étais prête à le faire. Je vous dis la fois, la psychiatre m'a dit non, on n'en est pas là et tout, mais je me vous rendez compte. Il m'avait quand même sorti le couteau en me disant t'approches pas, je te plante, parce que il était revenu sous. Oui, j'ai du mal à comprendre là la réaction. Oui, et j'ai pas compris non plus, parce que là j'ai dit, elle l'a vu le lendemain, je sais pas, parce que comme il arrive en pleine nuit, elle l'a vu que le lendemain, donc le lendemain c'est vrai il était plus. Il n'était plus en crise. Non, il était plus en crise, bien évidemment. Il n'était plus en crise, mais enfin elle aurait dû tenir compte aussi de tout ce que vous racontiez quand même. Parce qu'en plus le médecin a dû lui dire, parce que le médecin qui l'a reçu de garde, il est allongé, il s'était calmé un peu, et dès qu'il a vu qu'il y avait un médecin qui arrivait, qui lui a dit vous allez rester là la nuit, il a sauté par-dessus le lit, il a chopé le médecin, il y avait des... Ah bon? Oui, il y avait des policiers qui étaient dans le couloir pour une autre personne, ils sont arrivés en courant pour le maintenir, et c'était 7 à le maintenir, impossible. Et il n'a pas été interné là? Et non, il n'a pas été interné. Il n'a pas été interné. Ça, je peux vous le garantir. Ça, c'est incroyable. Dégoûtée, parce que j'ai dit,
Le service médical, s'il y avait un passage à l'acte dramatique, ils sont responsables. Oui. Hein. Mais moi, je leur ai dit quand je suis partie, je leur ai dit, vous savez, s'il arrive quelque chose, moi, je vais me retourner contre vous, parce que s'il arrive quelque chose, je vais témoigner comme quoi vous n'avez rien fait. Et les policiers qui étaient là m'ont dit, mais c'est votre fils, parce qu'après j'attendais le couloir et moi j'étais dans un état, je pleurais. Mais justement, c'est votre fils et vous vous préoccupez de lui. Voilà, il me dit, mais il me dit, il est vraiment. Vous voulez pas que ça se termine dans une page des faits divers? Voilà, parce que moi, comme à Pau, par exemple. Vous savez, quand le téléphone sonne maintenant à n'importe quelle heure, j'ai peur, parce que j'ai peur qu'on m'annonce quelque chose, que ça y est, il a fait ci, il a fait ça. J'ai toujours peur maintenant. Il y a de quoi, hein. Quand le téléphone sonne, donc c'est vrai, je me suis dit, je vais appeler Caroline, elle va peut-être me guider un peu, parce que j'étais perdue, je sais plus ce que je savais plus comment faire. Non, mais vous êtes dans le vrai, hein, vraiment, Michel, et vous avez raison de vouloir intervenir. Hein. Oui, voilà. Donc vraiment, c'est une réaction de protection. Écoutez, en tout cas, il y a beaucoup de réactions. Il y a Annie qui dit, vous êtes lucide, faites le nécessaire, votre fils est en grande souffrance, il faut l'aider. Il y a Gabriel du 92 qui est en capitaine de police, qui dit, dans un cas d'urgence, le commissaire de police est habilité à demander une hospitalisation à la demande d'un tiers. Il y a le valet de cœur qui dit, que de soutien, de respect et de courage puis-je vous communiquer par la voix de Caroline, tenez bon pour lui. Il y a également, attention, il peut y avoir une escalade, c'est important que vous interveniez. Il y a Orchidée qui dit, quel courage de la part de cette maman, ne faudrait-il pas avoir recours à une hospitalisation d'office? Bon, enfin, tous les messages vont dans ce sens-là, hein, vraiment, avec beaucoup de soutien et pour tout ce que vous endurez, beaucoup par rapport à votre désarroi. Hein. Mais bien sûr, oui, mais ça fait du bien de voir qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent et qui me soutiennent aussi. Donc vous pourriez aussi peut-être contacter l'UNAFAM, l'Union nationale des amis et familles de personnes atteintes de troubles mentaux, parce qu'ils pourraient aussi vous conseiller un peu sur les démarches à suivre quand même. D'accord. On va vous donner les coordonnées hors antenne. Je veux bien. Et s'il y a des auditeurs qui sont un peu dans le même cas, qui veulent parler avec moi, vous pouvez donner mes coordonnées, Caroline. Hein. Mais ça, bien volontiers, mais je crois maintenant qu'il est temps d'agir aussi. On va vous communiquer les coordonnées de l'UNAFAM, puisque ce sont des familles qui se sont regroupées pour aider et soutenir les parents, la famille qui ont un proche atteint de troubles mentaux. D'accord. C'est très bien ça. C'est très bien pour les parents. Voilà, et donc ils pourront vraiment vous dire, ils ont forcément été confrontés à un moment ou à un autre à ce que vous vivez, Michel, et ils pourront être de bons conseils pour vous. Hein. Bon, en tout cas, je vous remercie Caroline et je remercie Daniel également. Merci beaucoup Daniel d'avoir partagé votre expérience avec nous. Vous, madame. Merci beaucoup. Ne raccrochez pas Michel, on va vous communiquer les coordonnées de l'UNAFAM hors antenne. Hein. D'accord, merci Caroline. Bon courage. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant pour nous dire un peu où vous en êtes. Hein. D'accord, je vous rappellerai. Merci au revoir beaucoup. Michel, à bientôt. Au revoir Caroline. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Olivier. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de me prendre au téléphone, mon appel, c'est gentil. Alors moi, j'ai un souci avec mon beau-fils. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai connu ma compagne il y a 5-6 ans. Et donc, il vit avec nous. Donc, je lui ai appris à lire, à écrire, parce que l'instituteur, c'était pas terrible. Bon, je me suis un peu attaché à lui et j'ai commencé à lui apprendre un petit peu au niveau scolaire. Oui. Et puis, le problème, c'est que le soir, je suis pas là, je travaille à la restauration. Donc, je travaille toute la journée, je reviens tard le soir. Il est tout seul avec sa mère le soir. Moi, je suis pas là. Oui. Et, il a commencé à vieillir, il a 14 ans maintenant, et puis, la Xbox, il joue beaucoup à la Xbox, et puis il est concentré là-dessus, et puis, il fait plus ses devoirs, il fait plus rien. Alors, je lui ai dit, à un moment donné, à 7h du soir, jusqu'à de 5h à 7h, si tu veux, tu fais la Xbox dans la salle de jeu, et après, je la clé, je ferme. Ta maman fermera. Et finalement, sa mère apparemment, ne ferme pas la salle de jeu.
Et il joue jusqu'à 11h du soir. Et puis un samedi midi, il commence à jouer à fond dans la salle de jeu. Et je lui ai dit arrête le son un petit peu. Et puis on s'est fâché. Il voulait pas arrêter le son. Et puis je me suis montré un petit peu que c'était moi qui commandais à la maison indirectement, gentiment. Mais bon, elle a dit non. C'était un peu une confrontation. Maintenant je vais chez mon père. Et son père, il est alcoolique, il vit avec son autre grand frère qui a un enfant. Bon, actuellement, il n'y a pas de logement, pas de chambre pour lui, il dort avec son père. Mais je vais chez mon père, c'est-à-dire qu'il a demandé à aller vivre chez son père ? Oui, mais c'est décidé, je vais chez mon père. Alors, oui, mais c'est pas à lui de décider comme ça. C'est-à-dire que c'est dire parce que là c'était en réaction parce que vous lui mettiez des limites, il n'était pas content, mais ça se décide entre sa mère, son père. Enfin, c'est pas lui qui décide comme ça. Le père, il décide de rien parce que il est complètement à l'ouest. Et la mère, elle est un peu à l'ouest aussi parce qu'elle a déjà eu un souci avec un grand frère. Qui était aussi dans une période d'adolescence difficile, donc à mon avis, elle veut pas avoir de soucis avec le dernier, et donc parce que son grand frère était violent avec la mère. Attendez, donc, le grand frère de qui ? De votre compagne ? Le grand frère de mon beau-fils. Donc son avec son fils alors. Voilà, avec son fils. Elle avait déjà eu un problème avec son fils déjà, ma compagne. Ils sont le plus vieux, et à mon avis, elle veut rien faire parce que ça lui remémore les mauvais souvenirs. Mais pour autant, est-ce une bonne chose de le laisser aller vivre avec son père s'il s'alcoolise ? Ah oui, c'est son père et son grand frère sont alcoolisés, hein, ça c'est clair. Et le souci, c'est que maintenant le collège a reçu un papier du collège, avertissement du collège en 3e pour le comportement. À mon avis, il est plus du tout mais il fait plus grand chose. Alors le souci, c'est qu'il a beaucoup de facilité. Et il a beaucoup de facilité, il a beaucoup de mémoire, donc il joue avec ça. Il a joué avec ça en 6e, 5e, ça à peu près, 4e un peu moins, et puis en 3e, c'est la sanction. Hein. Quand il y a un minimum de travail, il ne fait rien. Et même pas 1 heure par semaine de travail scolaire. Alors, oui, mais il est laissé livrer à lui-même, certainement. Voilà, il est livré à lui-même, voilà. Et moi, je suis le seul à lui donner quelques règles. Oui. Et aussi à l'emmener au cinéma un week-end sur 2 quand il est avec moi. Il a simplement dit à sa mère, je suis parti parce que je veux pas que tu choisisses entre moi et Olivier. Voilà, c'est la seule phrase que j'ai pu avoir de ma compagne. Mais il n'y a pas un choix à faire. Chacun doit être à sa place. Mais qui dit ça, je ne veux pas que tu choisisses entre moi et Olivier ? Mon beau-fils, Mathieu. Il a dit ça à sa mère. Il craignait que ça crée des tensions dans votre couple. Oui, je pense. Oui, parce que en même temps, vous aviez donné des règles, à savoir qu'il devait arrêter à une certaine heure de jouer, oui. et la mère ne les a pas observées. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas cohérent. Non, c'est pas cohérent. Donc il est intelligent ce jeune garçon là. Donc il s'est dit ça va peut-être créer des tensions et très intelligent, et même au niveau scolaire il est trop intelligent parce que il y a un minimum de travail à faire, que ce soit en anglais ou en allemand, et il le fait pas. Bon là maintenant il commence un peu sanctionné, mais en mathématiques il a des bonnes notes, en français c'est correct parce que je l'avais bien bossé tous ensemble, tous les deux on avait bien travaillé, mais il veut pas leur. Maintenant, on lui a laissé quand même la clé de l'appartement le midi. Nous sommes pas là, mais nous habitons à 500 mètres du collège. Alors, il peut manger le midi, il n'y a pas de souci, parce que le père, lui, le laisse tout seul le midi, il se débrouille, il mange un kebab. Il s'en occupe même pas le midi, il va même pas le chercher. Hein. Il va le chercher que le soir. Hein. Oui, mais comme dit très justement Bulle qui envoie un petit SMS, dire la maman semble assez effacée et laisse son rôle à vous. Et finalement, ce jeune garçon profite un peu de la situation. Elle devrait pouvoir reprendre sa place. Oui, mais elle a eu. Parce que c'est ça le problème aussi, et qui peut créer des tensions dans votre couple, c'est que vous avez énormément investi affectivement cet enfant.
Mais le souci, c'est que la Mais maman... que elle a raison, Bulle. C'est aussi la mère, il faudrait qu'elle prenne sa place. Oui, c'est vrai. Pas parce qu'elle a eu des soucis avec son grand-fils qu'elle doit délaisser son... Elle a eu beaucoup de soucis, il n'y a pas que ça. Avec le grand-fils, elle a eu des soucis dans son enfance, ma compagne. Ben oui, mais il faudrait qu'elle se fasse aider, hein. Ouais. Ah ça, je lui ai dit, mais elle veut pas. Une fois, elle était voir 2 psychiatres, mais à chaque fois, ça n'allait pas trop. Homme. Et elle voulait un psychiatre femme, et je vais trouver une psychiatre femme, mais c'est pareil, elle a du mal à y aller. Mais vous portez tout le monde. Ah ouais, moi Vous êtes le bon samaritain, là. Non, heureusement que je suis solide mentalement, mais là, des fois, je fatigue un peu quand même. Bah, je comprends. Vous n'avez pas d'enfant, vous, Olivier? Non, j'ai pas d'enfant. Et vous vous en occupez de ce garçon depuis qu'il a quel âge, depuis qu'il avait 7 ans. Oui. 7 ans. Bon, au début, c'était un peu dur, mais après, mais c'est un bon gamin, parce qu'on a discuté après de la fête qu'il a dit qu'il va chez son père. Après, on a discuté. On voit qu'il y a un manque, il y a quelque chose qui a un manque, hein, parce que le soir, on a discuté. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu aimes à l'école? Il m'a dit les maths, mais à part ça. Donc, il m'estime, c'est sûr qu'il est attaché à moi, hein, mais il voulait pas. Il avait un affront et il voulait pas. Oui, mais justement, c'est pas une bonne réaction. C'est-à-dire là, en gros, je peux pas faire ce que je veux. Allez hop, je pars chez mon père. C'est un peu ça. Donc c'est céder à ça ne va pas. Bah oui, voilà. Ça veut dire que c'est lui qui décide. Alors son père, bien sûr, il pourrait, pourquoi pas, décider d'aller vivre chez son père, mais pas en réaction à ce qu'il vit comme une sanction, une punition. C'est trop facile sinon. Alors voilà, je suis allé le voir chez son père ce week-end-là parce qu'on avait des choses à faire et puis alors le père il avait déjà presque le papier de fait de garde. J'ai dit attendez, on va pas s'affoler. S'affoler au niveau parce qu'ils veulent garder. Attendez, on va pas s'affoler. Reprendre le droit de garde. Lui, je lui ai serré la main. Bonjour Mathieu, je lui ai serré la main. À la fin, en partant, il m'a serré la main. Il a fait un petit sourire, un petit pincement, un petit sourire. Donc, c'était pas du négatif. C'est qu'il va se rendre compte, peut-être un petit peu, sa nouvelle vie, qui va pas être facile. Parce qu'il a rien à dire à son père, hein, il a rien à dire à son grand frère. Il me l'avait déjà dit. Il y a déjà eu un conflit une fois avec son père et avec son grand frère, hein, et j'avais résolu le problème. Il s'était fâché. Il m'avait dit, je fais du jeu chez mon père et chez mon grand frère. Je joue à la Xbox parce que j'ai rien à lui dire à mon père et je ne trouve pas de point commun à parler avec mon père. Donc j'avais réussi un petit peu à lui expliquer les choses. Mais il est un peu perdu. Ça se comprend qu'il soit perdu. Ça se comprend. Entre ces deux parents qui sont finalement très fragiles l'un et l'autre. Différemment, mais très fragiles. Ben oui. Alors j'attends un petit peu ses réactions, mais de comprendre un petit peu qu'il va vivre dans une. Il le sait lui-même. Hein, mais vous êtes plus préoccupé, on voit bien. Finalement, c'est vous qui réagissez plus en tant que père, que vous semblez plus désemparé. Enfin, je sais pas comment. Voilà. Comment sa mère, elle semble, est-ce qu'elle est déchirée qu'il soit reparti chez son père? Parce oui, elle est désemparée, mais elle ne sait pas, elle a jamais su finalement prendre des décisions dans sa vie, parce qu'elle est restée avec son ex-mari pendant 25 ans, il buvait, il y a eu son grand frère a fait le bordel dans la famille et elle jouait aussi justement le rôle de père et de mère à la fois. C'est ce que je lui ai fait comprendre, que moi finalement je faisais son rôle avant qu'elle faisait dans sa famille. Donc je fais le rôle de père, mais je suis que le beau-père. Et lui, bien sûr, mon fils, il en profite parce qu'il dit finalement c'est moi qui décide. Et je vais partir chez mon père. Or, s'il continue comme ça, s'il est chez son père, scolairement ça va être foutu. Hein. Il a même pas, il a pas de chambre déjà. Un, il dort avec le père. Deux, il peut pas étudier à l'école parce que c'est dans la salle à manger, et la télé, et l'ordinateur, et il fera rien. Non, mais déjà, au-delà d'étudier, c'est aussi en termes relationnels, qu'est-ce qui se passe oui. Bon, écoutez, il va faire l'expérience de cela. Maintenant, je pense que il serait important quand même que vous pouvez pas
vous tenez un rôle important dans sa vie, mais ça serait important que sa mère puisse aussi retrouver un peu sa place, parce que au fond, vous pouvez pas non plus porter tout le monde. Ah non, c'est pas possible. Enfin, d'ailleurs, vous parlez au fond plus de ce petit bonhomme que d'elle, quoi. On a l'impression que, vous voyez, vous avez un lien très 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 paternel avec lui, très. Oui, parce que bon. Mais bon. On a beaucoup discuté quand je venais le soir après, parce que je bois ça dans la restauration, le soir vers 11h, 11h30, il dormait pas. Bon, j'allais le voir, je l'embrasse, je vais discuter avec lui, ce qu'il a fait à l'école, tout ça, et ses lectures, moi qui achète des livres pour lui, tout ça, donc. Oui, on vous sent très investi, très impliqué. Mais il me disait, avec ta maman ça a été, il me disait, ce soir elle est à la télé le soir, et puis voilà. Elle n'en prend pas ombrage, votre compagne, sa mère, elle n'est pas jalouse de votre relation? Si, elle est un peu jalouse. Eh oui. Je l'ai remarqué. Eh oui. Elle m'a fait quelques remarques en disant, et ton Mathieu, tu ferais tout pour lui. Parce que elle a manqué d'attention dans sa jeunesse. Elle avait une mère qui était, qui ne s'est jamais occupée de sa fille, parce que sa propre mère, elle avait un conflit avec sa mère. Elle ne l'a jamais aimée, elle n'a jamais su pourquoi que sa mère ne l'a jamais aimée. Donc elle a transmis ça à sa fille, et elle n'a jamais su donner à sa fille de l'amour, c'est clair. Oui, donc elle peut être jalouse à double titre, à la fois de l'affection, de la tendresse que vous donnez à ce jeune garçon, et au fond de la relation privilégiée que vous avez avec son fils, et que peut-être elle a du mal à avoir avec lui. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Parce que on va accueillir Myriam qui vous écoute attentivement et qui est avec nous au 3921. Bonsoir Myriam. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Myriam. Disons que cette histoire, je me retrouve un petit peu dans votre histoire. Ah, c'est bien. Voilà, parce que à l'inverse que mon fils est allé vivre chez son père, donc chez mon ex-mari, ça fait 4 ans. Oui. Et disons que ça c'est un petit peu ça, parce que mon gamin, si vous voulez, chez mon ex-mari, il fait un petit peu tout ce qu'il veut, voilà. C'est les jeux vidéo, voilà, aucun contrôle. Mais disons que même que je suis séparée depuis fort longtemps et que mon fils est chez son papa, j'ai quand même mon mot à dire, parce que des fois, voilà, j'ai quand même le mot, même si je vis plus avec le papa depuis très très longtemps. En plus, voilà, c'est ça aussi, malgré tout, c'est vrai que mon gamin, il est comme ça, c'est, quand il y a un souci, le papa me dit, voilà, il se passe ça, il se passe ceci, et même que, voilà, moi je pense que votre compagne, c'est un petit peu effacé, à mon avis, vraiment. C'est effacé, elle s'est reposée sur moi, finalement. Voilà, j'ai bien l'impression, oui. Et elle s'est reposée sur moi, et ça l'arrangeait bien, finalement. Vous lui donnez des règles vous le conseillez, vous êtes là, c'est très bien, je veux dire, Mais je vous dis, moi c'est l'inverse. Et malgré tout, quand il y a un souci, mon ex-mari me dit, voilà, il s'est mal comporté, il fait un peu ce qu'il veut. On essaie à tous les deux de le remettre un petit peu, si vous voulez, dans le droit chemin, en disant qu'il y a des règles de vie quand même. Oui, Myriam, mais la différence, c'est que votre ex-mari, il est à peu près raisonné et sensé. Non, mais mon ex-mari, si vous voulez, il s'en occupe même très bien, je veux dire. Le problème, c'est que le propre père de Mathieu s'en occupe pas du tout. Ah voilà, en plus. Pourquoi ? Parce qu'il a un petit-fils. Le souci, c'est que le mari et le père de Mathieu, Mathieu, il a un neveu. C'est-à-dire que le grand frère, il a eu un enfant. Ah d'accord, oui, évidemment. Et le papa, il s'occupe plus du petit-fils parce que le grand frère, il travaille. Et le grand, il a 24 ans et il s'occupe pas de son fils. Mais le grand frère vit avec le père ? Oui, il vit avec le père. Mais il ne vit pas avec la femme, avec sa femme ? Non, il vit pas avec sa femme, non. Et le petit-fils, alors, il vit où ?
Bah, elle vit chez le papa et avec son grand frère. Mais et la maman, elle est où alors? Oh, la maman, c'est compliqué, la maman n'est pas là. Voilà. Oui, ça manque de mère, hein, là. Ah oui, la maman... Femmes, hein, ils vivent, oui. La maman, malheureusement, la maman de ce gamin-là, c'est une histoire... Bon, enfin, c'est une autre histoire. Mais alors, le petit, il a quel âge, le petit-fils, là? Il a 6 ans. Il a 6 ans. 6 ans. Mais alors, et le grand frère s'alcoolise aussi? Oui, ça s'alcoolise avec le père. Hein. Oui, mais alors, c'est l'enfant, là, de 6 ans, lui aussi, pareil. ça pose une... Ah oui, mais il n'y a pas une enquête sociale, il n'y a pas des signalements de fait? Sociale, mais bon, il essaye de récupérer il y a eu des histoires, mais parce que la grand-mère s'en occupe, veut commencer à mettre le haut là, parce que pour le petit-fils, bien c'est normal. Hein. Bah c'est normal, bien sûr. Écoutez, la grand-mère, après tout, elle a un comportement protecteur vis-à-vis de l'enfant. On peut comprendre. Mathieu, vis-à-vis de l'alcool, il a 14 ans, il a fait une petite fête avec son copain et il m'a dit j'ai bu avec mon copain, j'ai fait une bêtise au téléphone, j'ai bu un peu, Olivier, hein, mais j'ai pas trop bu. Donc il a la C'est bien qu'il vous en parle, c'est bien qu'il vous en ait parlé et vous ne l'avez pas fâché? Non, je l'ai pas grondé, j'ai dit c'est bien, mais j'étais étonné qu'il me dise ça parce que c'est qu'il a une grande confiance en vous et qu'il avait conscience de ses limites et qu'il a eu peur certainement, qu'il s'est fait peur parce que c'est ce que j'allais dire avec l'exemple qu'il a, ça peut être assez angoissant pour lui. Ah oui, voilà. Enfin, il y a quand même surtout que c'est l'âge où on aime transgresser où il y a ce problème quand même d'alcoolisation chez pas mal d'adolescents entre son père, son grand frère qui s'alcoolise, c'est un peu risqué de le laisser dans cet environnement. Ça c'est sûr, mais je vais essayer. Oui, mais ça sera à la mère aussi de réagir un peu. La mère, et vous avez raison, Myriam. Je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est à la maman de faire face à ses responsabilités quand même. Oui. C'est vraiment. Bon, en tout cas, avec vous, il a une autre image d'homme, mais je crois qu'il faut pas quand même. Ça serait pas non plus aider la mère. Vous êtes là. Bon, évidemment, vous êtes son compagnon, mais vous pouvez aussi l'aider à restaurer un peu cette image d'elle-même et peut-être à lui apprendre à se faire confiance en tant que mère. C'est aussi là que vous pouvez l'aider, pas en vous substituant à elle et à ce père, mais en l'aidant à être mère et à reprendre confiance en elle. Je pense que là, vous seriez vraiment très aidant pour elle. Je suis d'accord avec vous, Myriam, là-dessus. Voilà. Merci en tout cas, Olivier, de votre appel. J'espère merci. Apporter mon aide. Oui, mais c'est important votre intervention. Voilà. Merci Myriam. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Quitte avec les mots de Bulle qui me dit la soirée s'achève et laisse place à la nuit. Alors jolis rêves à tous et douce nuit à vous.